Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'auteur de bande dessinée Jean Arambat qui vient de faire paraître La pièce manquante aux éditions d'Argo, une BD qui vient clore une sorte de trilogie anglaise. Dans La pièce manquante, on suit le parcours de Peg Woffington, une actrice à succès du XVIIIe siècle qui va se mettre en tête de retrouver Cardenio, une pièce perdue de William Shakespeare, inspirée de Don Quichotte. La pièce manquante est une vraie comédie d'aventure et peut-être même un peu plus que ça, alors avec Jean Arambat, on a parlé ensemble de cette pièce qui a réellement existé, de ce personnage haut en couleur de Peg Woffington, qui a elle aussi existé, ou encore du travail sur les couleurs qu'il a mené avec Jean-Jacques Rouget pour cette BD. Bonne écoute. Bonjour Jean Arambat. Bonjour Thomas. La pièce manquante paraît après Opération Copperhead, qui est apparu en 2017, et le Detection Club en 2019. Pour quelle raison est-ce qu'on peut parler d'une trilogie avec celle-ci ? Cette trilogie anglaise, elle m'est venue à l'esprit progressivement. Elle s'est pas imposée, c'était pas un projet de départ. Non, c'est en faisant Copperhead que j'avais trouvé, en m'intéressant à la biographie de David Niven, son autobiographie plutôt, j'avais trouvé une matière très riche à faire une grande aventure comme ça, une grande comédie d'espionnage, que j'espérais grande sur ce thème-là. Et puis j'ai eu plaisir à décortiquer l'humour anglais, ce qu'on appelle l'understatement. Je trouvais que c'était propice à des dialogues de bande dessinée, cet art du sous-entendu, cette complicité avec le lecteur, et j'ai eu envie de prolonger un peu ce type d'humour et cette familiarité avec le lecteur. Et puis j'avais trouvé un autre thème qui me paraissait fort, le Detection Club. Et là, je me suis souvenu, comme disait l'autre, on est de son enfance comme on est d'un pays. Quand j'étais enfant, je lisais la trilogie anglaise de Floch et Rivière au CDI de mon collège. Et l'idée m'est venue de faire trois opus, 3 livres qui explorent chacun un thème populaire, un grand thème populaire que peut être le cinéma d'espionnage ou le roman policier ou la grande aventure. Un peu la comédie d'aventure, on pourrait le dire comme ça. Cardenio, c'est une pièce qui est basée sur un épisode de Don Quichotte. Quelle est sa particularité pour celles et ceux qui n'ont pas lu, qui ne connaissent rien de ce dont on est en train de parler? Alors, je suis lecteur, mais j'avais jamais lu Don Quichotte en entier, donc j'ai dû me plonger là-dedans. Et Cardenio, c'est dans le livre 1 de Don Quichotte. On a les errances bien connues de Don Quichotte et de son écuyer Sancho. Sancho, qui est un personnage de la BD aussi. Voilà, c'est pas le même. Pas le même. et donc, c'est un peu comme les Mille et une nuits, il y a des aventures dans les aventures, il y a des récits dans le récit. Et Don Quichotte, dans la Sierra, tombe sur un fou, Cardenio, qui a perdu l'esprit parce qu'on lui a volé son amour, son meilleur ami lui a volé sa fiancée. Et il écume de rage et il veut se venger. Et il y a une jeune paysanne qui était fiancée à l'ami qui va intervenir, qui va réparer comme ça ses liens brisés, qui est un personnage intéressant. Et on sait que Shakespeare, avec un dénommé Fletcher, qui était un dramaturge plus connu que lui à l'époque, qui parlait espagnol, ils ont créé une pièce qui s'appelle The History of Cardenio, l'histoire de Cardenio, inspirée, comme souvent chez Shakespeare, d'autres histoires, et là en l'occurrence de quelques chapitres du Quichotte. C'est la particularité de cette pièce, c'est qu'elle a disparu. Elle réapparaît au 18e, elle redisparaît. Et c'est fou. C'est fou. Pour qui s'intéresse un peu à l'histoire de l'édition, l'histoire du livre, c'est le chef-d'œuvre manquant, le chef-d'œuvre inconnu. Cardenio, ça a été le socle pour construire cette intrigue en 3 actes. Le socle, oui, évidemment, ça tourne autour de ça. C'est le trésor. Ouais, vous vous êtes d'abord dit que vous vouliez en parler, vous avez cherché de quelle manière, ou ça s'est pas passé comme ça? Non, ça s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire une course au trésor, dont le trésor soit un livre. Okay. Pour des raisons métaphoriques, pour des tas de choses. Je voulais que le lecteur de la bande dessinée, quelle que soit la lecture, la légèreté de la lecture, se dise la littérature est une sorte de mal au trésor dans lequel on peut retirer des choses qui nous aident à comprendre notre condition, qui nous aident à comprendre le monde. Et que c'est pas du divertissement pur, c'est autre chose, qu'il y a ces trésors littéraires. Les classiques ont la particularité
de livrer de génération en génération sans démoder leur propre trésor. Et Shakespeare m'intéressait depuis très longtemps. Et l'idée m'est venue, j'avais entendu parler de ces pièces perdues de Shakespeare. Okay. Et c'est en refouillant dans ces sujets-là que j'ai retrouvé, notamment chez Roger Chartier, dont j'avais lu le livre, l'histoire de cette pièce perdue, Cardenio, qui dit des choses d'une époque et qui représente un peu une sorte de pierre philosophale théâtrale, puisque les deux grands génies du XVIIe, Shakespeare et Cervantes, sont réunis à travers cette pièce perdue. Alors ce livre aussi, La pièce manquante, il est parti d'une conférence de l'historien du livre Roger Chartier, c'est ça ? Oui, il en a fait un livre. C'est un peu le point de départ qui vous a... Ouais, moi je l'avais entendu à la radio il y a bien longtemps. Et alors, comme souvent, on note des petites choses sur des bouts de nappe. Et quand je me suis lancé dans cette trilogie-là et que je voulais faire cette course au trésor, ça m'est revenu. Et puis on gratte, comme ça on creuse, on est soi-même en quête de quelque chose. Et je me suis dit que je pouvais évoquer ce monde, ce 18e anglais. C'était pas immédiat au début, j'avais fait au 20e siècle comme les deux autres histoires. Oui, là, la particularité aussi, c'est que ça se passe au 17e, 18e. Moins familier peut-être pour les lecteurs, le 18e anglais, mais très très riche à dessiner. C'est passionnant, il y a ces foules, il y a une tradition de dessin aussi qui a représenté ce monde anglo-saxon. La campagne, les châteaux, les différentes classes sociales. Vous avez fait beaucoup de recherches ? Oh bah oui, c'est mon plaisir de me plonger dans la documentation. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, ouais. Ouais, j'y passe beaucoup de temps, un peu trop parfois, après il faut élaguer, mais c'est dans le réel qu'on trouve une saveur particulière. Il y a eu un épisode de Sherlock Holmes où il dit que si on soulevait les toits des maisons, il dit à Watson, on trouverait des vérités bien plus surprenantes que tout ce qu'un auteur de roman peut imaginer. C'est bien possible. Vous venez de parler de réel, alors ce qu'il y a d'intéressant évidemment dans cette bande dessinée, c'est que vous êtes parti de faits et de personnages qui sont réels. Donc la pièce, bien sûr, on l'aura compris, a évidemment disparu dans l'histoire, et il y a notamment aussi cette comédienne, Peg Woffington, qui est irlandaise, je crois. Oui. En quoi c'est un personnage, et puis du coup une personne, qui est intéressante pour construire une histoire telle que celle-ci ? Ah ben là, on fait un peu la génétique de la construction d'une histoire. Oui, il y avait l'objet même, le trésor, le livre. Ouais. Shakespeare qui représente quelque chose de particulier pour moi, Shakespeare et Cervantes, mais Shakespeare, il a une sagesse, une intelligence inépuisable qui a la politesse de se présenter dans la bonne humeur dans ces fameuses comédies d'été. Donc je voulais faire un écho un peu à ces comédies d'été, que ma propre bande dessinée soit un écho à ces comédies de Shakespeare dans leur déploiement de joie comme ça qui au contact du mal et de la gravité du malheur se teinte de merveilleux vers la fin. Mais qui pouvait chercher ? Alors il y a cette guerre éditoriale, parce que quand la pièce réapparaît, tout le monde la cherche, tout le monde la conteste, puis elle redisparaît à nouveau. Bon, Shakespeare au XVIIIe devient vraiment le héros national, le barde anglais. Il y a un enjeu national autour de cet auteur. Et je me disais que des comédiens pouvaient la chercher. Et là encore, en fouillant dans la documentation historique, je tombe sur ces actrices. C'est une nouveauté sur la scène anglaise, puisque à l'époque de Shakespeare, donc c'est des jeunes garçons. Contrairement au théâtre français, c'est les jeunes garçons qui jouent les femmes. Ouais. Puis après la Révolution puritaine, ce sont des femmes qui foulent au pied qui foulent la scène vraiment et qui jouent les rôles féminins. Donc ça c'est pour le fin du XVIIe, début du XVIIIe, c'est la nouveauté. Mais en plus, des femmes jouent aussi des rôles féminins, des rôles masculins, et avec une certaine frustration, parce qu'il y a quelque chose qui suscite le désir masculin là-dedans. Et alors ça, je trouvais ça dans des études historiques, ça me paraissait un point de départ intéressant qui fait écho à Shakespeare, au travestissement, au déguisement, qui fait écho à la comédie musicale, aussi à des préoccupations d'aujourd'hui. Et c'était une façon d'avoir une héroïne qui a une raison, sa quête, elle cherche un grand rôle féminin, et c'est dans un inédit de Shakespeare qu'elle espère le trouver. Et oui. Est-ce que ça, tout ce que vous venez de me dire, avec le Shakespeare's Ladies Club ?
Parce que je crois que ce que je viens de dire, ça a un peu un lien avec ceux de la documentation, ouais. Alors dans le bouquin de Chartier, je trouve que je salue, qui a accepté de me rencontrer. On a échangé sur tout ça. C'est des rencontres importantes quand on fait un livre. C'est très motivant. Ouais. Et donc dans le bouquin de Chartier, il parle de ce Shakespeare Ladies Club qui était un club de femmes aristocrates. On a en tête que les clubs anglais sont plutôt masculins, privés. Et je me suis dit, il faut que je le dessine. Alors je ne savais pas trop si ça allait être des alliés ou des adversaires de mon héroïne, mais je trouvais très amusant d'avoir un club féminin à la gloire du barde, un peu comme une société secrète. Elles étaient moins chippie, moins secrètes que je ne les ai présentées, mais elles œuvraient à la grandeur de Shakespeare, qui devenait donc dans ces années-là un héros national. Donc dans mon histoire, elles font partie de celles et ceux qui sont à la recherche de la pièce. Est-ce que vous avez fini par comprendre au bout de quelques BD ce que c'était un bon personnage au fond ? Un bon personnage, c'est un personnage qu'on aime. Qu'on aime, ok. Fût-il un être de papier, fût-il présent sur quelques pages seulement. Moi, au bout d'un moment, elle existe. En tout cas, ce personnage-là, peut-être que j'en ai raté, mais celle-là, cette Peg Woffington, j'avais beaucoup d'affection pour elle. Je la voyais vraiment. J'avais en tête aussi une actrice, j'aime bien le cinéma classique hollywoodien, j'avais en tête Maureen O'Hara, qui était une grande actrice irlandaise, qui a joué beaucoup avec John Ford, et qui était la reine rousse du Technicolor. J'avais dessiné un peu différemment ma Peg Woffington au début, puis mon éditrice Pauline Mermet m'a encouragé à dessiner de plus sexy comme ça, et donc j'ai pensé à Maureen O'Hara, parce que les gravures de l'époque présentent une Peg Woffington assez différente d'un portrait à l'autre. Oui, c'est ce que j'étais en train de me demander, oui, parce qu'elle est représentée à un moment peut-être. On a plusieurs portraits d'elle. Elle était très populaire. Il y a eu donc ces femmes sur la scène. Il y a eu ce qu'on appelait la guerre des reines, parce que les reines, ces nouvelles actrices là, se faisaient la guerre un peu pour avoir les meilleurs rôles. Il y avait Kitty Clive, il y avait Peg Woffington qui était dans un registre plus comique, plus de comédie musicale, on dirait aujourd'hui. Et c'est ce manque de sérieux qui fait que dans mon histoire, elle aspire à jouer des rôles plus importants, des rôles shakespeariens. Les personnages féminins de Shakespeare sont étonnants. Je songe à Béatrice dans Beaucoup de bruit pour rien, qui est un personnage que j'adore, qui a beaucoup d'esprit, qui a une sorte de guerre verbale avec son amoureux et ennemi Bénédicte. J'essaie de retrouver cette saveur-là, cette saveur des comédies hollywoodiennes, du théâtre de Shakespeare, et puis au bout d'un moment, le personnage finit par exister tout seul, et voilà, on s'y attache. Alors, comédie hollywoodienne, mais aussi un peu comédie d'aventure à certains égards, et ça fait un peu appel à notre âme d'enfant, cette histoire. Qu'est-ce qui reste, vous, de votre âme d'enfance, dans votre travail ? Beaucoup, c'est trop vrai peut-être. Trop à ce point. Non, j'essaye de ne pas être confit d'enfance, mais ce qu'on découvre dans l'enfance nous marque évidemment, et on essaye de l'approfondir aussi, de relire les choses, d'y trouver peut-être parfois une sagesse qu'on n'avait pas vue au départ. C'est le cas de Stevenson, que j'ai beaucoup aimé, de Dumas aussi. Quand on les relit avec l'expérience, on y fait une moisson différente. Dans le cinéma hollywoodien, il y a eu ce qu'on appelait la screwball comedy, la comédie échevelée, où c'était d'ailleurs des cinéastes qui connaissaient très bien Shakespeare. Ford connaissait très bien Shakespeare, il aimait bien faire l'imbécile, se présenter comme un artisan, dire je suis un artisan, je suis pas un artiste. Il a fait un film que j'aime beaucoup avec Maureen O'Hara, justement, qui s'appelle L'Homme tranquille, qui est en fait une variation de La mégère apprivoisée de Shakespeare. Donc il y avait cette mayonnaise qui est liée à l'enfance, mais qui est aussi liée à des études plus tardives. Moi, je me suis intéressé à Shakespeare plus tardivement, en essayant de comprendre la pensée qu'il dégageait à travers ses livres et ses pièces. Il y a une étrangeté chez Shakespeare, il y a une poésie qui pense, c'est inépuisable, et là c'est l'occasion de citer, en plus de Chartier, les essais de Michael Edwards, qui est un critique anglais à l'Académie française, qui a écrit des merveilleux livres sur Shakespeare, et sur lesquels je me suis aussi appuyé pour construire mon histoire. Alors vous avez prononcé un nom qui est celui de Stevenson, Robert Louis Stevenson. Il y a quelques années, vous avez adapté une série du dernier roman inachevé de Robert Louis Stevenson, qui est Hermiston le juge Pender, dont
la rédaction s'est en gros stoppée par la mort de l'auteur, a été stoppée par la mort de l'auteur. Il est mort en 1894. Et selon lui, ça devait être un peu son testament, enfin, ouais, disons ça. Il a donc jamais été terminé. Il est plutôt méconnu, ce livre. Et vous avez décidé d'en proposer une version en bande dessinée, en décidant d'achever le livre. Aujourd'hui, on a Cardenio. Alors, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire que vous prenez quand même les livres très au sérieux, et peut-être même qu'à certains égards, vous interrogez sur son rôle dans le monde? Oui, non, mais c'est bien vu. C'est vrai que Stevenson, quand j'avais fait cette histoire, bon, ça m'avait paru une bonne idée sur le coup, mais c'était des personnages que j'aimais beaucoup. J'avais découvert ce livre très jeune et j'avais envie de prolonger leur destin qui avait été stoppé. Je ne l'aurais pas fait en littérature, je ne me serais pas permis de... Okay. Mais la BD, c'est un autre langage. Il y a quelque chose de très visuel chez Stevenson aussi. Donc j'avais eu plaisir comme ça à accorder à ces personnages de Stevenson le destin que lui avait prévu pour eux, en tout cas en BD en images. Bon, j'aime Stevenson, c'est aussi lié à l'enfance, mais à la bande dessinée. Pratt avait adapté Stevenson, Hugo Pratt, qui est un auteur qui a compté pour moi. Donc en faisant mon Stevenson, je faisais un peu mon Pratt en quelque sorte. Maintenant, j'essaye d'être un peu plus détaché de tout ça. Évidemment, en faisant La pièce manquante, le paragon du roman d'aventure, c'est Stevenson. Je voulais qu'il y ait cette espèce de course au trésor. Il y a une grotte finale. Mais je fais des livres qui parlent des livres. Je prends, oui, ça au sérieux, tout en essayant de présenter ça de façon légère, d'inviter les lecteurs, les lectrices dans la bonne humeur, dans le divertissement, à se plonger vers des choses plus profondes qui sont d'autres livres, d'autres univers, et il y a ces passerelles entre les livres. C'est pas vraiment calculé, je peux pas vraiment m'en empêcher. Okay. C'est mon plaisir à moi aussi quand j'explore un domaine, de m'appuyer sur les livres des autres. De toute manière, on n'est jamais dans une autonomie absolue, on est toujours habité par d'autres livres, les auteurs sont des lecteurs. Mais ce livre-là, plus particulièrement, c'est une invitation à prendre au sérieux la littérature, oui. Surtout à une époque où elle peut être un peu malmenée, parce on a du divertissement sous perfusion, et la littérature est autre chose. Elle est dans un autre registre, c'est un autre refuge, et je pense qu'elle mérite une attention particulière. On est dans une économie de l'attention, notre attention est comme ça, est aspirée. Voilà. Très tranquillement, je voulais évoquer cette richesse-là de la littérature. Très bien. Comment vous êtes arrivé à la BD alors que vous avez fait des études de philo, je crois? Il y a peut-être quelques petites autres vignettes dans votre vie comme ça? J'étais celui qui dessinait. Dans ma famille, on était une famille nombreuse. Moi, j'étais le petit dernier qui dessinait. Il y avait cette importance de Tintin pour moi. Là, je ne savais pas si je voulais être Tintin ou Hergé. Il y avait l'aventure j'avais envie d'aventure et j'avais envie de raconter des aventures en même temps. Tout ça s'est fait progressivement par des accidents de la vie, parce que je viens pas du tout d'un monde où on croisait des artistes ou des dessinateurs. Je viens du monde agricole dans le sud-ouest de la France, et qui est aussi un métier d'aventurier, d'ailleurs, l'agriculture, mais qui me tentait. Mais voilà, le dessin m'a toujours accompagné. Il y a eu une mode au début des années 2000 pour le reportage illustré. C'était une période où je voyageais un peu, j'allais vivre dans certains pays, je faisais des boulots, des trucs comme ça. Et alors, j'ai surfé un peu sur cette vogue pour vendre mes premiers reportages dessinés. Okay. Et j'ai constaté que finalement, il y avait des gens qui étaient prêts à me payer pour mes petits dessins. Et voilà, puis d'autres rencontres d'un rédacteur en chef de Sud-Ouest, la Liberté, qui m'a dit « tu devrais en faire ton métier ». Et voilà, et la bande dessinée, j'avais ça en tête depuis très longtemps. Quand je me suis senti à peu près prêt, parce que c'est un travail particulier, voilà, j'ai eu là aussi de la chance dans mes rencontres et puis en faire mon métier. Génial. Comment vous travaillez d'ailleurs sur quoi? Avec quel matériel concret? Je suis moi plutôt old school, c'est vrai, école. Okay. Ouais, non, je travaille avec des outils traditionnels, mais c'est presque une philosophie, parce que l'accident, le papier, ce geste archaïque du dessin, il réclame un contact avec le réel particulier,
des ajustements avec le réel. Et ça, on a un corps, on a une alliance entre le cerveau et la main qu'il faut, que parfois certains outils modernes peuvent appauvrir. Et l'acceptation de l'accident, c'est quelque chose qui est important pour moi à plein d'égards, qui renvoie à une forme de pensée que le dessin peut traduire. Alors je travaille avec des plumes sergent-major. Enfin, je change un peu, je bidouille. Okay. Ça change d'une BD aussi à l'autre, j'imagine. Ouais, voilà. Mais la plume est difficile à dompter, mais j'aime ça. Alors ça fait il y a des dessinateurs beaucoup plus talentueux que moi. Il y a des ratés dans ce que je fais, tout ça. Mais bon, je m'en accommode et ça participe de la vie de la bande dessinée. Oui, des choses plus difficiles à dessiner pour vous, par exemple. Oui, bien sûr. Alors les chevaux, les pattes des chevaux, c'est très difficile à dessiner. Les mains, bon. Vous faites quoi? Vous faites de l'herbe? Maintenant, j'essaye de ne plus déguiser les pattes de cheval avec de l'herbe. Non, mais en fait, c'est ça c'est le combat d'une vie. On essaye de trouver une stylisation qui nous dégage du réalisme, mais traduise la vie quand même. Donc en fait, les chevaux, je cherche toujours comment styliser les chevaux. Alors là, dans la BD, ils changent un peu d'allure d'une page à l'autre. Voilà, et ça, c'est un long combat. Il y a des gens, ils trouvent tout de suite, ils ont tout de suite un dessin abouti, bien solide. Moi, ça navigue un peu d'un livre à l'autre, ça bouge un peu. Et vous êtes un retravailleur forcené? Oui, même si au bout d'un moment, on en a marre, on fait un album pendant des mois, des années. Ouais. Il faut savoir abandonner. L'écrivain Philippe Roth, il disait un livre, il est fini quand on ne peut plus continuer. Ça se tient. Et non pas quand il est parfait. Donc, il y a voilà, ça demande une petite dose d'acceptation, mais après, quand le livre arrive imprimé, longtemps après, on se dit, bon, finalement, ouais, c'était pas si mal, ou à l'inverse. À l'inverse, tant pis. La mise en couleur est de Jean-Jacques Rouget, ça n'est pas la première fois, de toute évidence, que vous travaillez avec lui. J'imagine qu'il y a un vrai lien de confiance qui se noue avec un coloriste, comme on l'appelle. Comment est-ce qu'on fait ce travail avec un coloriste pour une bande dessinée entière qui est en règle générale son projet? Oui, alors je suis heureux qu'on en parle, c'est une longue histoire, la couleur avec Jean-Jacques et son épouse Isabelle Merlet qui a mis en couleur mes dessins et mes albums aussi, et puis j'alterne l'un ou l'autre en fonction de leur disponibilité, de leur envie. À vrai dire, ce sont les deux seuls coloristes avec lesquels j'ai travaillé, et je crois que ils comptent parmi les plus excellents. Et alors, d'abord, ils maîtrisent des outils que je ne maîtrise pas, parce que autant moi je travaille avec des outils artisanaux, eux travaillent avec des outils informatiques. Ils ont une véritable écoute, c'est-à-dire qu'ils partent pas. Alors, ils partent pas billes en tête. Parfois, à l'instinct, ils proposent des choses, mais il y a un dialogue, il y a une grande écoute de leur part, une grande culture visuelle aussi. Mais vous donnez des indications, vous dites je veux pas de violet, j'en sais rien. C'est pas aussi direct que ça, je donne plutôt des atmosphères. Okay. Là, en l'occurrence, je voulais quelque chose avec des dorures, des bruns, une atmosphère, des couleurs un peu rompues, vivantes, mais avec une forme de lumière particulière qui renvoie à ce XVIIIe siècle anglais. Et à ce moment-là, Jean-Jacques Rouget faisait des couleurs pour Astrapi, pour lesquelles on lui demandait beaucoup de vivacité, comme ça, et il en avait un peu marre, donc il était ravi de faire des couleurs dans des teintes un peu plus subtiles. Et c'est un long dialogue, il m'envoie ses pages, je lui dis ah oui, non mais ça... Alors je lui envoie moi des petites mises en couleur que j'imagine pour le manteau rouge du personnage, et mes documentations visuelles aussi. C'est un très très gros boulot, et voilà, il le remplit sans compter avec beaucoup de talent. Et d'amitié aussi. Et d'amitié, oui, de toute évidence, c'est une vraie relation qui doit se nouer avec le coloriste, en l'occurrence pour vous. Est-ce que vous travaillez beaucoup votre typo? Est-ce que vous êtes Pas assez, je crois. Pas assez. Il y avait mon ami et camarade Hugues Micol, quand j'avais fait une bande dessinée sur le rugby il y a longtemps, il m'avait envoyé un message, il m'a dit t'es un poète, hein, c'est bien, mais la typo c'est dégueulasse, il faut vraiment que tu t'y mettes. Et lui, effectivement, comme d'autres dessinateurs, ils ont une formation très... voilà, ils savent que c'est important, le texte, le lettrage, et moi j'ai tendance un peu à... Alors j'écris à la plume aussi, pas à bâcler ça, mais il y a une certaine énergie dans mon dessin qui est aussi, quand je mets le lettrage, et j'appuie parfois trop fort, pas assez. Donc
ça mériterait peut-être un peu plus de clarté. Récemment, là, j'écris en capitale, de façon à ce qu'il y ait quand même le plus de clarté possible. Je trace des traits à la ligne et tout. Voilà. Ok, ouais, c'est pas la priorité, disons. Non, alors, en l'occurrence, là, à un moment, il y a des récitatifs que j'écris à la plume avec des pleins et des déliés, d'écriture cursive là, de mon enfance. J'étais content de faire ça. C'est peut-être pas très lisible, mais il y a une élégance que je trouve dans ces lettres voilà, écrites à la plume. Qu'on peut potentiellement voir sur la couve. Vous êtes un grand lecteur de BD ? Alors j'en lis moins, Okay. J'en lis moins, je sais pas très bien pourquoi. J'en lisais beaucoup à l'adolescence, je lisais aussi autre chose, mais quand j'ai commencé à faire moi-même des bandes dessinées, je me suis un peu éloigné de la lecture de BD pour éviter toute comparaison, pour éviter aussi de me nourrir de trop de choses. J'essaye de jeter un œil, de voir quand même, puis de temps en temps on tombe en admiration. Par exemple, ces dernières années, j'ai beaucoup admiré le trait de Richard Thompson, qui est un dessinateur américain, qui a fait une série de strips qui s'appelle Cul-de-sac. Et lui, j'en parle au passé, c'était un encreur génial. Il a eu une maladie tragique pour un dessinateur, c'est-à-dire qu'il a perdu ses qualités physiques et il est décédé très jeune. Et alors, son travail à la plume est éblouissant. Il y a Thomas Rollandson aussi, peut-être pour celle-ci visiblement. Bien sûr, qui est alors ça c'est dans ma documentation visuelle, comment dessiner le XVIIIe siècle. Rollandson, c'était comme d'autres, Cruikshank et Hogarth, ils ont dessiné le quotidien, c'était des peintres, reporters qui ont tout. Alors Rollandson, il a tout dessiné. Il avait dessiné. Quand j'ai repris mes livres, on a parlé de la BD que j'avais faite d'après Stevenson tout à l'heure, et quand j'ai repris les livres qui m'avaient servi de documentation pour cet album, donc les livres de Thomas Rollandson, et j'ouvre la première page et il avait fait un portrait de Peg Woffington, l'actrice que j'avais choisie comme héroïne pour cet album, quel hasard. Et alors ça c'était génial, et pour mon coloriste aussi, pour Jean-Jacques, parce que je lui montrais les images de Rollandson et il voyait tout de suite ce que je voulais dire en termes de lumière, et il y avait un sens de la caricature aussi chez ces dessinateurs là, que j'essaye à mon niveau de capter et de faire des foules bigarrées comme il faisait. Et aussi il y avait chez Paul Hogarth, j'y songe, il y avait une subtilité dans le dessin. Un jour, Quentin Blake, le dessinateur, m'avait parlé d'un dessin d'une gravure de Paul Hogarth qui représente des actrices, on reste dans le monde de la comédie, des actrices en train de se changer et de répéter dans une taverne. Ouais. Et il m'avait dit, vous voyez là, ça c'est un grand dessinateur, parce que ces actrices, William Hogarth les représente, c'est des semi-prostituées, elles sont à moitié fanées, c'est des comédiennes, elles ont un pied dans le caniveau, et pourtant ce sont des déesses. Et c'est ça, les grands artistes, ils arrivent à concilier le haut et le bas, à faire l'éloge et le blâme en même temps. Et ces dessinateurs, ils parvenaient en représentant l'Angleterre de cette époque. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Alors là, ce qui me vient à l'esprit, c'est un livre, il est question de course au trésor aussi, un livre de David Gran qui s'appelle Lost City of Z, la cité perdue de Z, qui est, ça nous renvoie aussi un peu à Tintin, ça fait le lien entre différentes choses amusantes. C'est un livre sur un explorateur anglais qui s'appelle Fawcett dans les années 30, qui a inspiré lointainement Indiana Jones, mais aussi Ridgey Howell, le fameux explorateur de l'oreille cassée dans Tintin qui reste en Amazonie avec les Arumbayas. Et David Gran, c'est un reporter très à la mode, Scorsese l'adore et adapté une de ses enquêtes là, dans son dernier film. Il utilise les ressources de la fiction pour faire vivre ces documentaires, ces récits très documentés, ces essais solides historiquement. Ça se lit vraiment avec passion, et c'est un récit plein de surprises sur ce fameux explorateur Fawcett qui cherchait une cité perdue en Amazonie. Génial. Merci beaucoup, Jean Arbat. Merci Thomas. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.